Bonsoir à toutes et à tous, ça fonctionne, c'est incroyable, tout a marché comme il fallait et là c'est vraiment assez fou. Quelle belle transition, merci d'être avec nous ce soir, c'est la deuxième du Racing Café, installez-vous tranquillement, prenez des pintes, y a pas de souci, c'est bien tranquille et j'ai évidemment, histoire de boire des pintes, invité mon bon ami Olivier de la chaîne Roue Libre F1, salut Olivier. Et oui, salut Michael, salut à tous. En effet, je suis très content d'être là et en même temps un tout petit peu orphelin, il faut le dire. Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, pour une fois d'habitude, déjà Olivier, vous le voyez à gauche, là vous le voyez à droite, donc vous êtes complètement perdu. Et puis là, C'est ça. son bon ami Damien avec lui, bon là, Damien n'est pas des nôtres ce soir, mais rassurez-vous, il reviendra. Parce que j'ai l'impression évidemment que dès qu'on rentre sur cette chaîne Twitch, on n'en sort plus, et c'est d'ailleurs avec grand plaisir que je ne laisse pas les gens partir d'ici. On va parler ensemble, Olivier, eh bien de sport auto, c'est quand même un petit peu ce qui nous réunit en général. Pendant une bonne heure, 1 heure et demie, on verra un petit peu comment ça va se passer. On a trois petits sujets pour vous ce soir. Le premier sera un peu de Formule 1, bah oui, on va toujours vous remettre de la Formule 1 de toute façon, à mon avis. Dans le Racing Café, c'est bien normal parce que la semaine prochaine, ça reprend. Ça, on n'a jamais oui. été aussi proche. On aura à cette heure-là, la semaine prochaine, on vous parlera des premiers essais privés des essais libres, pardon, de la saison. Ce sera quand même assez chouette. On aura un deuxième sujet qui sera un petit peu plus important, un petit peu plus grave peut-être. Ce sera un sujet qui touche à la diversité en sport mécanique parce qu'on a plein de choses à vous raconter à ce sujet-là, sur fond évidemment aussi de Black Lives Matter et tout ce genre de mouvements en ce moment qui sont dans le monde. Et puis on terminera par un petit sujet sur Alex Zanardi, qui est un très grand pilote de sport mécanique et également très grand athlète paralympique et qui malheureusement a été victime d'un terrible accident la semaine dernière. On espère évidemment que ça ira au mieux pour lui, on vous donnera un peu les informations, mais voilà, très grosse chute à vélo. Pour lui la semaine dernière, Olivier, donc je propose qu'on commence par la Formule 1, donc le premier Grand Prix d'Autriche. Je pensais pas dire Oui. ça un jour, hein. C'est assez bizarre quand même cette affaire. Oui, c'est ça. C'est déjà très perturbant de souligner ça comme ça. Et puis en plus, c'est pas comme si on n'y allait qu'une fois, hein, Michael, attention. Voilà, on va vous mettre le calendrier à l'écran. On rappelle qu'une semaine plus tard, on part d'Autriche pour aller en Autriche avec le Grand Prix de Styrie. Ça va falloir. Ça, il va être bien celui-là, hein. Je vous conseillerais d'aller sur la chaîne Roue Libre F1 pour regarder le débriefing du Grand Prix de Styrie, parce que ça va pas être Ce simple sera à dire. historique. Ça va pas être Ce simple à sera dire. peut-être le seul de l'histoire, il faut le dire. Hein, Ah, c'est vrai, je pense que s'ils arrivent à faire encore 2 Grands Prix en Autriche dans les années à venir, ce sera assez fort, hein, quand même, nos amis autrichiens. On partira une semaine après, parce que franchement, il faut qu'on continue, avec le Grand Prix de Hongrie. Ça, c'est comme d'habitude, c'est au Hungaroring, on connaît, il n'y a pas de souci. Et puis après, donc Grand Prix de Grande-Bretagne du 31 juillet au 2 août. Une semaine plus tard, le Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone. ça, c'est beau. Ça aussi, moi je dis chapeau, hein, tous ceux qui font des vidéos sur YouTube. Rien que faire rentrer Grand Prix du 70e anniversaire, déjà, ça vous casse complètement votre titre, donc c'est très bien. Et puis pour l'instant, on a le Grand Prix d'Espagne qui est prévu, du 14 au 16 août. Il va faire chaud, hein. Michael, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment le premier Grand Prix de Formule 1, hein, je parle bien que de F1 ici, qui aura une dénomination qui n'a rien à voir avec une localisation géographique. Hein. Alors ça l'est effectivement sur les Grands Prix organisés par la F1, on va dire. Après, Oui. comme vous le disiez dans votre vidéo qui est publiée aujourd'hui, en plus c'est formidable comme sur les Grands Prix, enfin les circuits qui pourraient venir plus tard, les 500 miles d'Indianapolis ont fait partie du championnat de F1 et on les appelait 500 miles d'Indianapolis. Mais sinon, effectivement, la F1 en elle-même n'a jamais organisé d'événement qui s'appelait Grand Prix du 70e anniversaire, par exemple, et qui ne s'appelait pas Grand Prix de région du monde. Et puis, vous le voyez à l'écran, la Belgique et l'Italie, en fin août et début septembre. Ça, c'est des dates normales, ça, ils n'ont pas changé. Donc c'est déjà une très bonne chose. Mais donc, eh bien voilà, ce premier Grand Prix de la saison en Autriche, alors ça va être un sacré bazar certainement. Alors, contrairement à pas mal d'autres sports, la F1, arrête-moi si je me trompe Olivier, mais ne va pas changer son programme en piste. C'est-à-dire qu'on aura 2 séances d'essai le vendredi, une séance d'essai le samedi, des qualifications, et la course le dimanche. Donc ça ne va pas changer. Oui. Par contre, c'est tout ce qui est autour qui va changer, évidemment. Et on va avoir pas mal de choses. Au niveau du déroulement des week-ends de Grand Prix, on nous a quand même plus que sous-entendu, on nous a dit que 2020 ce serait l'occasion de tester un petit peu un format un petit peu plus particulier en raccourcissant le week-end sur samedi, dimanche, en mettant les essais libres le samedi et les qualifs le dimanche matin avant la course. Mais pour l'instant on ne sait pas où. On ne sait pas si ça aura vraiment lieu en fait, puisque ce qui est prévu à l'heure actuelle, ce sont des week-ends classiques. Effectivement, en général, dans ces cas-là, en fait, ce que la FIA fait, c'est que vous devez avoir l'accord de la... Alors, c'est même pas la majorité, c'est la totalité des équipes
un accord totalement, voilà, les 10 équipes du championnat de Formule 1 doivent être d'accord, et donc évidemment c'est ce qui a fait qu'ils avaient proposé à la FIA d'organiser donc des courses qualificatives avec grille inversée, enfin voilà, plein de belles réjouissances encore une fois, au niveau du sport, et Mercedes a dit non. Incroyable ça quand même, comment ça se fait, je ne comprends pas. C'est fou. Je comprends. Ils sont en tête tout le temps, ils ne veulent pas être derniers pour une fois et laisser les Williams avoir leur petit moment de show business, c'est assez terrible. Donc évidemment, c'est ce qui est très compliqué avec la F1, hein, c'est que même si Ross Brawn et toute son équipe viennent avec des idées sur la table, est-ce que tout ça va vraiment être faisable? Ça semble compliqué. Je sais pas dans quelle mesure les TD ont peut-être leur mot à dire aussi sur l'organisation. Je te parle vraiment de raccourcir le week-end sur samedi-dimanche. Est-ce que ça peut être plus intéressant, moins intéressant? Pour les télés, je sais pas, mais je sais que la F1 tient beaucoup aux diffusions télévisuelles, oui, on peut le dire comme ça, télévisées, c'est mieux, cette année, puisque ce sera évidemment la grande source de revenus pour la F1. Donc voilà, aussi à voir si la F1 les télés n'ont pas leur mot à dire dans cette histoire-là. Mais comme tu le disais, c'est clair que tout ce qu'il y a autour, par contre, va pas mal évoluer. Est-ce que, Michael, je vais te poser la question, vraiment, est-ce que tu penses qu'on aura droit, je sais pas, à des... Alors visiblement on n'aura pas des supporters en carton, mais on aura peut-être quand même des écrans avec des images de supporters. Ouais. Et est-ce qu'on aura du son surtout? Parce que là, je termine ma phrase et je te laisse donner ton avis, mais personnellement je suis assez interpellé, voire interloqué carrément par les stades de foot où on entend du son de supporters qui vient de nulle part, hein, on va le dire comme ça. Ça me dérange un peu en fait, je suis pas très fan. C'est particulier, hein. C'est vrai que c'est assez particulier. Après, tout dépend comment c'est fait. J'ai pas vu en beaucoup, j'ai juste vu en Allemagne comment ils l'ont fait. Et en Allemagne, ça allait. Le gaillard qui est au bouton et qui appuie sur célébration but, il était plutôt pas mal, donc ça se passait bien. Mais voilà, alors là, le souci, je t'aurais dit, en temps normal, évidemment, ils ne vont rien mettre. Ils vont laisser le son des bolides. Le problème, c'est que c'est Liberty Media. Et Liberty Media, ils nous mettent des sons à la Mario Kart au départ des Grands Prix déjà. Alors, c'est ça. Si tu leur dis que tu peux choper des sons dans F1 2020 et que tu peux faire des supporters, à mon avis, ils vont pas s'en priver. Mais ils vont faire effectivement, tu l'as dit, des écrans tout autour du circuit où vous pouvez aller sur un site dédié. Alors, je ne sais plus lequel malheureusement, mais c'est peut-être que Formula1.com doit en faire la promotion. Vous allez sur un site, vous dites de quelle équipe vous êtes fan et de quel pilote, et vous envoyez une petite vidéo de quelques secondes de vous en train de supporter ce pilote, et on peut imaginer que par exemple voilà, Olivier et moi, si Daniel Ricciardo fait un formidable dépassement pour la 17ème place sur une Williams, on sera là à faire « C'était super, dis donc, yes !» et on sera à l'écran. Moi j'ai juste peur d'un truc, c'est beau, c'est que les gens qui vont faire ça, ils vont faire du bruit quand ils vont le faire. Comment s'ils le mettent, le bruit, ça va être moi je vais pas tenir de tour, hein. Oui, là ça va être très très moche. Je pense qu'on va peut-être se contenter de l'image, je sais pas. J'espère juste qu'ils prévoient une fausse marée orange, évidemment, pour Max Verstappen, ce serait assez formidable. Shinzogin qui nous disait « Bonsoir, j'aurais bien aimé une L1 et une qualif le samedi, une L2 et la course le dimanche. » Moi, pour être tout à fait, je suis contre des essais libres après les qualifs. Je trouve que le système qu'on a est très bon, donc il n'y a pas besoin... Il y avait un warm-up. Oui, il y avait un warm-up à l'époque, mais c'était une autre époque. On brûlait 5 moteurs par week-end, on s'amusait comme on voulait. Ici, le vrai problème, tu le disais Olivier, c'est la télévision, c'est le plus important. Et moi, je peux chaîne de télé, tu lui dis que tu dois diffuser une séance d'essai d'1h30 le dimanche matin, ils vont pas. Non, je pense pas. Ils vont pas être fans. Alors que si tu peux faire un package, parce que s'ils sont malins, franchement, ils font qualif à midi. Oui. Qualif à midi, course à 15h10. Tu fais un package entier pour la télé de midi à 15h10, tu peux avoir quelque chose de pas mal. Mais c'est pas garanti qu'on ait tout ce genre de choses dès cette année. Ce serait assez intéressant, honnêtement. Et je pense que c'est un peu ce que Ross Brawn disait, c'est quand même l'année ou jamais, quelque part, pour tester ce genre de choses. On ira quand même... on est quand même dans une saison très particulière et on ira certainement d'ailleurs dans des endroits peut-être un peu particuliers, en tout cas inhabituels. Donc voilà, pourquoi pas tester ce genre de choses. Fondamentalement, ça n'entraîne aucune inégalité sportive. De toute façon, toutes les équipes sont logées à ce moment-là à la même enseigne. Voilà, on peut le tester sur un week-end et voir si ça fonctionne. Mais je sais pas quels sont les tenants, les aboutissants. Est-ce que les télés ont leur mot à dire? Je pense que oui. Surtout dans une saison comme celle-là. Est-ce qu'elles sont un peu réfractaires? Je n'en sais rien. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Mais en tout cas, en Autriche, puisque
Michael, c'est quand même de l'Autriche dont on essaie de parler. Vraisemblablement, nous aurons les 2 fois des week-ends tout à fait classiques. Effectivement, et comme le dit Pef Alonso, il y a la F2 et la F3 aussi ces week-ends-là, donc évidemment ça fait des très gros plannings. Après, tu peux imaginer, on parlera de l'Autriche après, mais on peut imaginer, pourquoi pas, le vendredi, la F2 et la F3 roulent, ils font leurs essais, ils font leurs qualifs, et le samedi, la F1 arrive, et t'as des courses F2, F3, et le dimanche pareil, et ça pourrait... c'est possible. Hein. Ça peut faire des beaux packages télé aussi, mais ça évidemment ce sera pas de chose. Et la télé qui est très importante, puisque c'est la seule manière évidemment de voir la course, puisqu'on pourra pas aller sur place avant au moins, je dirais au moins Monza, à mon avis. Minimum. Parce que même le Grand Prix de Belgique, ça va être impossible d'avoir des fans, hein, ce sera à huis clos. Bah écoute, la Belgique a autorisé maintenant des rassemblements un peu plus importants, mais c'est impossible à organiser, surtout étant donné le nombre de billets qui ont été vendus. Quand vous vendez beaucoup de tickets, vous pouvez de toute façon pas, sur une base logique, sélectionner des personnes qui seraient éventuellement présentes. Donc c'est clair, ce sera à huis clos, ça a été confirmé. Donc pas avant, oui, Monza minimum, je pense que ça pourrait même être plus tard. Hein, donc, si ça arrive. Voilà, est-ce qu'il y aura des courses avec public, ça on ne sait pas encore. C'est marrant que tu parles justement des billets vendus. Désolé, on divague déjà, ça commence très bien cette affaire, mais on parlera du Grand Prix d'Autriche promis, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, les 500 miles d'Indianapolis ont annoncé qu'ils vont faire la course avec du public, mais qu'ils aimeraient limiter à 50% de la capacité du circuit. Alors, rassurez-vous, 50% de la capacité du circuit d'Indianapolis, ça fait un bon 130 000 personnes, donc ça va, hein, c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est qu'il y a déjà 175 000 billets de vendus, et donc les gens doivent commencer, il y a un choix qui va être fait. Alors heureusement, d'une certaine manière, on se doute que beaucoup vont renoncer à leurs billets cette année. Pour aider, oui. Il y a quand même une crainte du Covid-19 qui est tout à fait légitime. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'aux États-Unis, en fait, il y a quelque chose de primordial, c'est la longévité dans les billets. C'est-à-dire que plus tu viens à un événement, en tout cas au 500 Indianapolis, plus ton billet est garanti les années d'après. Donc, et si à un moment, par exemple, ça fait 15 ans que tu viens à la même place, tu peux être upgradé, avoir des meilleurs billets, ainsi de suite. Et ils ont déjà dit, les organisateurs, que même si vous n'avenez pas à la course cette année et que votre billet a été annulé, pas de problème, on reste sur les affaires de longévité de 2019 et comme ça au moins il pourrait récupérer. Oui, donc j'imagine que les gens se sentiront libres d'éviter, je veux dire ça comme ça, la course cette année, et que donc on devrait avoir un public, trouver un public sans qu'il soit trop nombreux et sans devoir commencer à faire des tirages au sort, des choses comme ça. Je sais pas. En tout cas, c'est presque optimiste parce que la situation aux États-Unis, c'est une catastrophe. Hein, donc ils sont courageux quand même. On rappelle, 500 Indianapolis, quand même, dans les bonnes années, c'est 400 000 spectateurs quand même. Hein. Imaginez 400 000 personnes dans un stade, hein, globalement, un très grand stade, certes, mais un stade quand même. Paraissait un petit peu optimiste. Même là, si on met 130 000 personnes, même si on les met espacées dans les tribunes, ça sera... moi, je plains les gens qui seront tout en haut des tribunes et qui seront les derniers à partir. Et qui partiront 7 heures après l'arrivée. Oui, là. Parce qu'il faudra attendre que chaque rangée soit partie. Mais donc... ils ne sont pas partis. À partir de vendredi prochain, nous aurons le Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Alors, ce Grand Prix d'Autriche qui va donc ouvrir la saison, qui aura lieu début juillet, c'est-à-dire un bon... presque 4 mois et demi après les derniers essais privés de Barcelone. Plutôt 4 mois même, parce que c'était début mars. Donc, on va être dans l'inconnu la plus totale. Et moi, je sais pas toi, Olivier, déjà, pour commencer, moi je trouve que c'est particulièrement excitant de se dire qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Oui, les usines auront rouvert pendant un petit mois, hein. C'est à peu près ça, jusqu'au week-end de Grand Prix, à peu près un mois. Mais donc, on est sur une inconnue, mais oui, effectivement, la plus totale depuis très, 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 très longtemps en Formule 1. Puisque là, on peut quand même se dire que les écuries ne savent pas se situer entre elles. À ce stade-ci, on ne sait pas encore d'ailleurs exactement qui va amener quoi comme évolution. On commence à entendre des choses maintenant qui sont publiées et qui sont médiatisées, mais voilà, on sait aussi que forcément, il n'y a pas de secret là-dessus. Les écuries les plus riches et donc les plus titrées ces dernières années, forcément, ont plus de moyens, vont amener plus d'évolution. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il reste quand même une grande inconnue parce que vous savez pas où vous vous situez, vous saviez déjà pas très bien où vous vous situiez à la fin des essais hivernaux, mais alors bon, on n'a pas roulé depuis. Certains amènent des évos, d'autres moins, d'autres beaucoup, mais attention, on amenait beaucoup sur une voiture que vous n'avez pas du tout testée, ça peut être aussi dangereux.
Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ça peut faire un four total. Donc oui, on a une inconnue comme jamais quasiment en F1 et ça c'est quand même assez excitant. Ouais. On salue Renault qui viendra avec 3 évolutions sur sa voiture. Alors là, bon, soit c'est le coup du siècle et ils font podium, soit ils finissent 19ème comme c'était un peu plus le cas l'an dernier malheureusement. Oui. C'est assez risqué, mais effectivement, tu le dis parce que on se doute que devant c'est Mercedes, Red Bull, Ferrari. Dans quel ordre? On pense plutôt Mercedes devant, mais Ferrari bon, a été aux abois pendant les tests et ils ont dit mais rassurez-vous, on a trouvé ce que c'était, ça va bien, on va pouvoir régler. Ils amènent des évolutions. Voilà, ils amènent des évolutions aussi. Mercedes va amener, mais alors une flopée d'évolutions. Ils ont prévenu, leur voiture ne ressemblera pas du tout à celle de Melbourne. C'est quand même fabuleux, alors que des équipes comme As ont dit non, mais nous on vient avec la voiture de Melbourne, on se débrouillera. Déjà, de toute façon, après, As, évidemment, ils ont démontré l'an dernier que la voiture de Melbourne était pas mal, en général, donc quel intérêt de véritablement apporter plein d'évolutions. Le milieu de peloton, c'est un bazar, c'est-à-dire qu'on imagine les Racing Point devant, et ça peut être pas mal pour Racing Point, en fait, parce que, alors évidemment, ils nous le disent, voilà, leur voiture n'est née que d'observation, et de, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, Bien sûr. Il y a pas de secret de la Mercedes de l'an dernier qui sont dans la Racing Point de cette année, et je n'en doute absolument pas. Ils ont juste pris des très très bonnes photos. Mais pour eux, le fait de débuter une saison avec une base qui doit être extrêmement saine, puisqu'ils ont quand même la voiture championne du monde de l'an dernier quasiment, évidemment, avec des petites modifications. Ça peut être très bon pour eux, pour ce début de saison où il faut juste récolter de la donnée. Ils ont même très franchement, Michael, potentiellement un gros coup à jouer parce que si leur voiture fonctionne aussi bien que ce qu'on l'attend un peu, on peut quand même se dire que sur une saison assez courte où il n'y aura pas beaucoup de développement, ils peuvent vraiment capitaliser là-dessus et bien se positionner jusqu'à la fin du championnat. Et en plus, on rappelle quand même qu'il y aura assez peu d'évolution entre les châssis 2020 et 2021. Et donc, si attend, ils sont partis sur... Alors, ça, c'est la version la plus optimiste, hein, mais ils peuvent être partis sur 2 saisons un petit peu fast, comme ça, pour eux. Attention, restons prudents, ça peut aussi foirer, ils peuvent ne pas avoir d'évolution, ils peuvent avoir des évos qui ne fonctionnent pas. On n'est jamais à l'abri dans ce genre d'écurie, le milieu de grille. Donc, voilà, mais dans la version la plus optimiste qui place Racing Point assez haut, pourquoi pas se dire carrément qu'ils peuvent être partis pour 2 saisons très bonnes. C'est pas impossible. Ce qui serait fort, et en plus pour eux, il faut le rappeler, l'an prochain c'est Aston Martin, et c'est surtout depuis l'an dernier de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, grâce à Lawrence Stroll et au consortium qu'il mène. Et c'est très important pour cette équipe, parce que Force India, quand ça s'appelait Force India, était l'adepte des coups de génie et des saisons incroyables où il fallait quand même aller finir 4ème du championnat alors qu'ils avaient le budget de l'avant-dernier, c'était complètement fou. Là, avec du budget, avec toujours les bonnes personnes qui sont là, parce qu'ils ont perdu peu de staff depuis 2 ans, on peut imaginer effectivement avec une voiture qui semble bien née, ça peut être pas mal pour eux. Après, voilà, est-ce que ça risque de jaser quand même, effectivement? Moi je vois la tête déjà de Cyril Abitboul. Si les Force India, si les Racing Point, pardon, je vais m'y faire, sont en 4ème ligne facilement en Autriche, je pense que notre cher Cyril, il va encore en sortir des vertes et des pas mûres, parce que, à part Racing Point qui est devant de ce qu'on a vu aux essais, tu mets Renault, McLaren, AlphaTauri, As dans le même panier. Je ne sais même pas si j'en oublie, et Alfa Romeo, qui avait un petit peu plus de mal à Barcelone. Ça va être très très serré derrière pour ce qui pourrait être finalement les 2 derniers points, dernière place dans les points à chaque week-end. Hein. On se doute et on sait que si Racing Point fonctionne bien, McLaren et Renault seront les 2 écuries qui s'en plaindront. Voilà, on le sait, on le sait d'avance, mais on peut aussi se dire que ce ne sera pas la première écurie à avoir ce genre de position et bénéficier d'un châssis ancien. Bon, on se souvient d'Alonso qui dénonçait que la Haas était tout simplement et purement une Ferrari, par exemple. Hein. Mais c'est juste un exemple, parce que finalement, c'est pas la seule voiture concernée. C'est le jeu. De toute façon, pour l'instant, c'est le jeu. Racing Point n'a rien fait d'illégal là-dedans. Voilà, s'ils en profitent, tant mieux pour eux, mais je rappelle quand même, et il faut rester un peu prudent là-dessus, il faut pouvoir exploiter un châssis. Et il y a quand même, malgré tout, et même si ce sera une saison assez courte dans le temps, il y a quand même des évolutions qui vont être apportées chez les écuries principales et les 3 grands donc, et j'ose espérer quand même, et on le voit déjà chez Renault par exemple qui en apporte en Autriche,
Est-ce que McLaren aura les moyens d'amener des évolutions? C'est un autre sujet. Voilà, mais en tout cas, il y aura des évolutions un peu partout. Donc, c'est bien d'avoir un bon châssis de départ, ce qui est vraisemblablement le cas de la Racing Point, mais faut-il encore pouvoir l'exploiter correctement sur toute la saison, voire sur la saison 2021 aussi. Et le faire évoluer, on rappelle, en F1, les petites erreurs sont possibles. McLaren en sait quelque chose très régulièrement. 2018, on rappelle quand même qu'ils ont globalement, ils se sont loupés en mettant les roues trop près des pontons. Enfin, c'est des erreurs parfois qui paraissent bêtes et qui te plombent complètement une saison, car la McLaren était quand même l'avant-dernière motoplace fin 2018, donc voire la dernière dans certains cas. Donc c'était pas terrible. Et on les salue parce que j'ai lu ça il y a pas très longtemps. On rappelle qu'en 2013, quand même, ils avaient leur toute nouvelle voiture qu'ils avaient refait de zéro. Comme quoi vous dire que des fois avoir une base saine c'est pas bête, parce qu'ils avaient repris de zéro en disant l'ancien concept on était à fond, et leur voiture était formidable au premier essai jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mis des suspensions arrière à l'envers, et qu'en les remettant à l'endroit la voiture était dramatique. Donc tout peut arriver en F1, visiblement surtout chez McLaren. McLaren qui est dans une situation quand même de galère qui est assez grave. Alors on a beaucoup parlé de Williams, qui bon est en galère publique en plus par les résultats depuis 3 ans. Mais McLaren, ils sont quand même obligés là, d'avoir 280 millions de livres, ça fait plus de 300 millions d'euros, qui doivent arriver avant mi-juillet. Sinon, c'est pas mal de la banqueroute. Alors on essaye de vendre un peu les voitures de collection, vendre un peu plus de McLaren de route, et aussi faire des prêts. Mais c'est assez inquiétant, et c'est à se demander, ce qui est quand même fou, parce que Zak Brown a très bien fait son travail. On rappelle que lui, il est PDG de McLaren, il est là pour trouver des sponsors. La McLaren a des sponsors de partout, elle est remplie, alors c'est des tout petits stickers certes, mais il y en a beaucoup, et pourtant ils sont dans une situation terrible à cause du virus. Oui, il y en a beaucoup, et bon, c'est vrai qu'on fait souvent le comparatif avant son arrivée, où il y avait quasiment plus aucun sponsor sur la voiture, et maintenant je pense que ce qui n'est pas étonnant, c'est que McLaren soit en difficulté dans le contexte actuel. Je pense que chez McLaren, on paye les dernières années, tout simplement. On paye le manque de résultats, qui est quand même énorme, ce manque, par rapport à toutes les décennies quasiment précédentes. On va le dire comme ça carrément, parce que ça n'est pas loin. Et je pense que McLaren, aujourd'hui, financièrement, paye la situation parce que il n'y a rien qui est rentré, et que pour fonctionner, eh bien, cette écurie aujourd'hui n'a pas pu capitaliser sur ses résultats sportifs en F1. Et donc forcément, on se met vite dans les problèmes, sachant que l'automobile de série, ça fonctionne pas mal chez McLaren au niveau production. On a produit assez peu, mais on a bien vendu, on a très bien vendu les modèles. Maintenant, est-ce que ça a été vraiment très très rentable ? La question peut se poser quand on voit la situation du groupe aujourd'hui. Et on rappelle aussi que McLaren a vécu au-dessus de ses moyens, parce que c'était quand même littéralement une équipe de fond de grille qui vivait avec le budget d'un top team, puisque c'était le cas jusqu'en 2012. Ça fait quand même 8 ans, je me rends compte que McLaren n'a plus fait de grosses perfs, c'est assez dramatique. Mais voilà, c'était une équipe, effectivement, quand vous avez une voiture qui est abominablement mauvaise avec un moteur Honda pas fiable et que vous avez Alonso et Button dans les baquets, je peux vous dire que vous avez déjà dépensé énormément, et il y avait 1000 personnes aussi qui travaillaient à l'usine. Oui, faut pas oublier, et je fais pas de lien direct de cause à effet, encore que je pense qu'il y a un minimum de lien, mais depuis le départ d'Hamilton, quoi. Depuis le départ d'Hamilton, on n'a plus rien gagné chez McLaren. On est à peine monté sur le podium. Bon, je pense sincèrement que oui, ce sont les résultats sportifs qui quand même plombent un petit peu la situation budgétaire aujourd'hui. L'écurie de F1 dans sa communication reste très, très optimiste aujourd'hui. Dans la com, c'est normal de toute façon. Mais on sait que derrière, la situation est quand même très très mauvaise. Il faut appeler un chat un chat. On va espérer que ça se passe très bien. Je pense que voilà, McLaren peut compter sur du soutien, oui. Maintenant, est-ce que... moi, je me pose la question, et je te la pose directement, Michael. Est-ce qu'on peut imaginer que la F1, dans la situation actuelle, on sait que Liberty Media a débloqué un très gros chèque pour la FOM, donc son pendant côté F1, est-ce que on peut imaginer que la F1 aide un petit peu McLaren dans sa situation actuelle, sous forme de prêt, je sais pas, quelque chose comme ça Ce serait, je pense, possible. Après... Ils sont aussi Liberty dans une situation, on rappelle, il y avait des rumeurs de vente aussi en tout début d'année, avant la crise du Covid-19. Et bon, Liberty, ils ont acheté la F1 il y a 3 ans, on vous rappelle. Donc c'est quand même
très rapide pour se séparer d'un joujou qui a coûté des milliards, littéralement. Donc c'est une possibilité. Après, là, McLaren a cette chance, mais qui peut se retourner contre elle, c'est que l'actionnaire majoritaire de McLaren aujourd'hui, c'est Bahreïn. Et ils peuvent donc, et c'est ce qu'ils aimeraient faire visiblement ici, souscrire un prêt du côté de la banque de Bahreïn. Donc, ce qui permet d'avoir un prêt, déjà d'avoir de l'argent tout de suite, ce qui est déjà un très bon point. Pas devoir passer par 50 milliards de banquiers. Hein. C'est pas comme vous, quand vous essayez d'avoir un prêt, vous devez passer par 12 banques, machin, donner votre rein, tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en F1. Mais le problème, c'est que bon, si à un moment donné, McLaren ne fait pas cette progression, parce qu'on parle de progression, il y a une très bonne progression l'an dernier, mais si elle monte pas, elle revient pas dans les top teams. Si à un moment donné, Bahreïn dit au revoir, on vend nos parts, il faut que quelqu'un les rachète, il faut ensuite rembourser Bahreïn, qui t'aura filé 300 millions, enfin ça deviendrait très 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 compliqué. Je suis pas sûr qu'un prêt là tout de suite d'une telle somme soit une très bonne chose pour McLaren, sachant qu'effectivement, bon, voilà, ils ont une équipe de F1 qui marche pas trop mal, le plafond budgétaire va bien les aider, ça je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Les voitures de route, c'est clair. Les voitures de route, le gros problème, c'est que c'est des supercars, donc c'est déjà pas un endroit où tu vends beaucoup de volume. Hein, c'est pas Renault, c'est pas Renault ou Volkswagen. Donc, est-ce que ça peut vraiment renflouer? Ils sponsorisent aussi avec Bahreïn une équipe de vélo, on rappelle, l'équipe Bahreïn McLaren maintenant. Donc, à voir un petit peu. Ils ont une équipe d'IndyCar aussi, nos amis de chez McLaren. Moi, j'ai pensé à ce scénario incroyable et incongru qui serait que McLaren déclare faillite début août et que Fernando Alonso n'ait plus de volant pour les 500 miles d'Indianapolis le 23 août. Ce serait assez terrible, mais ne pensons pas tout de suite à ces mauvaises choses. Fonzo qui nous dit la F1 c'est pas la Dorna, ils auraient intérêt à aider, mais pas sûr qu'ils le fassent. C'est possible. Après, je crois que la F1 a déjà aidé. Hein. La F1 a déjà aussi forcément fait des petits prêts, des petites choses. Ils sont obligés de toute manière, puisque les équipes ont un manque à gagner direct de la part de la FOM et de la part du côté commercial de la F1. Parce que si à la fin de l'année, il y a 8 Grands Prix, ils touchent beaucoup moins d'argent, ça c'est sûr. On part plus sur 13-14. Mais... Est-ce que, Michael, tu penses que Zach Brown a appelé Latifi? Parce que bon... Oui, il y avait cette histoire aussi avec le père de Nicolas Latifi. Je trouverais ça formidable. Moi, une bagarre. Imagine une bagarre pour la 9ème place, Stroll, Latifi, chacun dans les équipes de leur papa, tout ça. Je trouverais ça merveilleux. Après, voilà, il faut aussi payer Daniel Ricciardo l'an prochain. C'est vrai qu'on a oublié cette affaire. Parce qu'à mon avis, il coûte un tout petit peu plus cher que Carlos Sainz. Et Lando Norris, il coûte plus cher depuis l'an dernier. Ça a été critiqué d'ailleurs, Michael, lorsque l'annonce de la signature de Daniel Ricciardo a été rendue publique. Le fait que McLaren annonce peu de temps avant des licenciements dans son groupe, et donc aussi assez partiellement, mais aussi quand même dans l'écurie de F1, ça a été quand même assez critiqué. Voilà, on a mis quand même de l'argent sur la table pour Ricciardo. Bon, voilà, moi je mets toujours un petit peu à part les budgets pilotes finalement parce que je considère, alors c'est une vision hein, Michael, mais on en parlait justement sur la chaîne Roue Libre avec Damien, quelque part les pilotes, quand on voit d'ailleurs comment est fait, je vais te demander ton avis, mais comment est fait le plafond budgétaire des équipes, on rappelle quand même qu'on exclut les 3 plus gros salaires côté tête pensante, donc le directeur d'équipe, directeur technique, on peut imaginer 2-3 personnes comme ça, et les salaires des pilotes. Est-ce que donc les pilotes ne peuvent pas être considérés comme budget marketing finalement? Parce qu'on exclut aussi tout ce qui est marketing. Donc c'est vraiment le fonctionnement d'une équipe, d'une écurie propre au développement d'une voiture finalement, ce plafond budgétaire. On exclut d'autres éléments qui pour moi sont de l'ordre de la com et du marketing, et donc finalement un pilote ça rentre aussi là-dedans. Je pense que c'est logique d'une certaine manière parce qu'on n'est pas dans un sport comme la NBA ou tous ces sports-là où là-bas ils ont des plafonds budgétaires d'équipe et de salaire, surtout des salary cap. Oui. Tu ne peux pas faire ça en F1 tout simplement parce que tu ne sais pas qui gagne quoi et ils n'ont absolument pas envie qu'on sache qui gagne quoi. Donc c'est plein de choses. Et puis après, de toute façon, tu pourrais le contourner parce que comme il y a ces histoires-là, si tu dis à un moment tu peux pas donner plus de 10 millions aux pilotes, eh ben, rien n'empêchera Mercedes de mettre 45 millions dans son budget marketing qui est illimité et de les faire repasser par Hamilton en guise de prime ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça, c'est compliqué. Après, effectivement, voilà, McLaren a mis forcément beaucoup d'argent parce que Ricciardo est gourmand et il a raison d'un côté. Je veux dire, si à un moment donné, Renault lui a fait un pont d'or, alors c'est apparemment pas la seule raison pour laquelle il les a rejoints,
Quand on voit qu'il part un an après, c'est assez étonnant. Mais il leur a fait un pont d'or pour qu'ils viennent. Si maintenant Renault prend Alonso après, vraiment, ils ont vraiment envie de jeter leur argent par la fenêtre, mais ça, ce sera à voir plus tard. J'espère que vous n'entendez pas trop ce formidable camion poubelle qui est en train de passer en bas de chez moi, c'est assez merveilleux. Mais ouais, non, McLaren, c'est assez compliqué. Bon, Williams, on en parlera rapidement. Ils ont dévoilé une superbe décoration de Mercedes Formule 2. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, Olivier, mais ah oui, c'est assez proche. C'est assez oui, moi je trouve ça... c'est mon avis assez classique, je trouve ça un peu trop blanc à mon goût, mais et puis un peu trop terne de toute façon. Maintenant, il fallait s'attendre à ça, hein. Il reste un petit peu de bleu, un petit peu de noir, et on a une voiture blanche, et de toute façon on a retiré tout le rouge de ce formidable sponsor qu'est Rockit. Alors Rockit d'ailleurs, Damien, tu vois, c'est l'habitude. C'est parti. Non, Ouais, non, mais c'est dingue, hein, les habitudes sont là. Rockit Michael, il y a une rumeur, c'est quoi cette histoire de Rockit chez Mercedes? moi je ne sais pas, moi je suis perdu. J'ai l'impression depuis le début que Rockit c'est le riche énergie des fabricants de téléphones, mais visiblement non. Leurs produits existent, visiblement, et tu peux pas les acheter, mais ils existent. Et Mercedes... Vas-y. Très sérieusement, Michael, je me pose la question. J'avais un peu la même impression que toi, clairement, que voilà, finalement c'était du vent. Et aujourd'hui, on peut se demander si c'est pas, en fait, malgré leur discours, si c'est pas Williams qui ne remplissait pas ses engagements envers Rockit, en ce sens que on voit quand même que chez Williams, on avait des grosses dettes qui ont été comblées justement par Latifi, dont on parlait tout à l'heure, le père donc de. Et voilà, on peut un petit peu se poser la question, finalement, est-ce que le sponsor n'est pas sérieux? J'en sais rien. C'est possible, parce qu'on rappelle, ils sponsorisent quand même maintenant la W Series, qui n'aura pas de saison cette année, certes, mais au moins, parce que Rich Energy, ils avaient une présence sur As, ils ont eu un sticker sur la voiture de Jordan King au 500 Indianapolis, et c'est à peu près tout. Ils avaient des athlètes Rich Energy comme Red Bull, mais enfin voilà, c'était... Rich Energy n'était vraiment rien. Là, Rockit, ils sponsorisent un championnat entier. Ils ont quand même très fortement contribué sur les séries de The Race, là, le site internet qui faisait des séries de courses avec les pilotes en sim racing. Ça a envoyé quand même pas mal de choses. Tous les pilotes, il y a du Montoya, il y a du Alonso qui ont reçu un très joli téléphone Rockit qui est formidable, c'est merveilleux, ils ont fait des très belles pubs. C'est assez beau, donc au moins il y a ça aussi en plus. Là maintenant, Mercedes est en négociation avec eux. Je ne sais pas où ils vont les foutre sur les Mercedes, parce qu'il y a de la place nulle part. Il y a Ineos déjà qui est venu foutre du rouge. Alors Rockit, je ne sais pas où ils vont aller se mettre, si jamais ils venaient chez Mercedes. Mais du coup, oui, c'est sans doute Williams qui est dans une situation beaucoup plus grave qu'imaginé. Parce qu'on se rappelle que même il y a 2 ans, on en discutait parfois. On se disait, Williams, c'est un avion qui a plusieurs têtes, c'est-à-dire que vous avez la F1, c'est une catastrophe certes, mais à côté ils ont des trucs exceptionnels partout et ça rentre beaucoup d'argent. Visiblement pas tant que ça. Et maintenant, ils pourraient même vendre l'équipe de F1 Williams, ce qui serait triste, mais ce n'est pas la première équipe de F1 qui serait vendue, donc de toute façon... Oui, c'est une écurie qui est mal en point depuis un moment, et on se doute qu'à un moment, elle va être... Alors, je sais pas si le nom changera, on sait que Sauber était resté, et reste aujourd'hui d'ailleurs, toujours Sauber, sans Peter Sauber, même si l'écurie de F1 ne porte plus ce nom-là. Mais la nouvelle académie, par contre, de jeunes pilotes, apparemment, oui. Et les voitures restent c'est un bazar aussi, mais ils ont laissé... Oui, ça reste des châssis Sauber, oui, en effet. Et donc, on pourrait peut-être avoir le nom sans avoir une propriété du clan Williams, mais pour le même prix, on peut aussi avoir une écurie qui s'appelle Latifi ou autre, hein, d'ailleurs. On pense à Mazepin, on pense à d'autres investisseurs qui peuvent arriver, bien sûr. Ça pourrait aussi se passer comme ça. Stroll a pris une autre option, hein, ça on sait que voilà, il a fait autrement, parce que ça aurait pu, hein, à un moment donné, ça aurait clairement pu être Stroll qui rachète Williams, je pense que ça aurait pu arriver. Et je pense que Williams n'était pas preneur à ce moment-là. Maintenant, ont-ils aujourd'hui le choix? Je ne suis pas sûr. On verra si le nom reste, c'est pas sûr du tout. Et pendant combien de temps aussi, on n'en sait rien. Espérons en tout cas, je pense que ça reste
même si on aime bien Snow Williams en F1, le plus important, ça reste qu'on ait quand même un nombre suffisamment intéressant d'écuries en Formule 1. Voilà, 10, c'est déjà pas des masses. Nous qui avons connu la F1 à 11 ou 12 équipes, mais même plus auparavant, 10, ça fait toujours un peu ric-rac. Si vous baissez à 9, 18 voitures, moi personnellement, ça commence à faire peu. 18 voitures, c'est la grande époque de l'IRL aux États-Unis. Je peux vous dire que des courses à 18 voitures, c'est extrêmement peu intéressant, très vite. Surtout quand vous en avez 6 qui dominent. Ouais, c'est ça, puis il faut rechanger alors à ce moment-là le barème un petit peu, parce que bon. Oui, s'il y a plus de la moitié des pilotes qui finissent dans les points, de toute façon, c'est déjà. Mais bon, la moto avait eu ce même problème avec les 15 pilotes dans les points, il y en avait 16 au départ. Bah oui, effectivement, dès qu'il y en a un qui tombait, tout le monde avait des points, c'était chouette. C'était assez incroyable. Bon, on a bien brossé déjà un petit peu le portrait de cette saison. On n'a pas encore parlé des top teams, mais on va en parler maintenant parce que la question est quand même là, qui est-ce qui va gagner ce fichu Grand Prix d'Autriche et peut-être qui sait le Grand Prix de Styrie après. J'espère quand même que les résultats seront un petit peu différents entre ces deux Grands Prix. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat déjà, qu'est-ce que vous pensez. On va en discuter avec Olivier, puis on lira vos messages. Donc toi Olivier, qu'est-ce que tu vois pour ce premier Grand Prix de la saison? Mais voilà, les essais hivernaux semblaient pointer une écurie qui vient d'empocher 6 titres mondiaux consécutifs. Ce serait le candidat facile à citer, et pourtant, comme on va en Autriche, je vais te citer l'autre candidat facile. Quand on va en Autriche, Red Bull évidemment. Pourquoi pas Verstappen, écoute, en Autriche. Moi, en fait, ce qui me plairait, c'est que on ait un petit peu de suspense sur le début du championnat au moins, avec pourquoi pas une Red Bull devant en Autriche, peut-être même sur les deux courses, pour qu'on puisse derrière un petit peu voir un championnat se dessiner et pas tout de suite avoir la réponse finalement au dénouement de la saison. Je suis pas du tout sûr de ce que je dis, mais pour le fun en tout cas, je vais miser sur Verstappen. Ouais. Bah, j'aurais dit Mercedes, moi logiquement, parce que voilà, ils ont l'air d'être très sur d'eux et que la voiture est très bien. Mais Red Bull est toujours très bon dans son jardin. Verstappen arrive toujours à se surpasser là-bas aussi. Ce qui est assez dingue. Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer parce que c'est pas un circuit sur le papier qui est particulièrement fait pour les Red Bull. Je veux dire, il y a plein de pleine charge, il n'y a pas forcément plein de virages à moyenne vitesse qui permet à la voiture d'utiliser son châssis. Donc c'est pas un circuit en soi qui doit être particulièrement bon pour le Red Bull. Il s'appelle le Red Bull Ring, c'est le seul aspect positif pour eux. Et ça marche très bien avec 2 victoires ces 2 dernières années. Et des très bonnes courses les années précédentes aussi. Et c'est toujours ici que Mercedes semble se prendre les pieds dans le tapis. Depuis, oui, souvent. Depuis quelques temps. Donc effectivement, si Mercedes pouvait se prendre les pieds dans le tapis dès le début de la saison, et imaginons, on arrive à la fin de la 2e course, Mercedes n'en a pas gagné une seule. Et on ne sait pas, parce que c'est ça qui va être particulièrement excitant, je pense, c'est que pendant longtemps, on ne saura pas quand la saison se terminera. Et là, ce sera très compliqué pour tout le monde. Tout à fait. Alors, il pourrait y avoir visiblement une communication durant le week-end, d'après ce que j'ai compris, ou juste avant le premier Grand Prix de la saison sur éventuellement la suite du calendrier. Mais de toute façon, même s'il y a communication, ce sera sous réserve, parce qu'aujourd'hui, les destinations américaines, sud-américaines sont totalement avec un énorme point d'interrogation. Et ça le restera encore pendant un petit moment. Donc de toute façon, on n'aura pas de calendrier, oui, c'est sûr, complet. Et donc, on peut supposer, Michael, que la saison se terminera vraisemblablement à Abu Dhabi. Oui, ça normalement. Et dans le Moyen-Orient, début décembre a priori, mais on ne sait pas trop ce qu'il y aura entre les deux. Et donc, ce qu'on ne sait pas surtout, c'est le nombre de courses qu'on aura. Et donc, effectivement, là, vous avez 8 courses pour l'instant au calendrier. Est-ce qu'on en aura 12, 15, 17, 18 ? Aucune idée pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est assez excitant si on a une surprise au début. Pourquoi pas ? Ce serait assez chouette, franchement, se dire après 2 courses, sur peut-être 8, sur peut-être 12, sur peut-être 14, Mercedes en difficulté, parce qu'on se doute quand même, je pense qu'on peut le dire, même avec une saison particulière comme on l'a vu, Mercedes reste de toute façon le favori, c'est impossible de parier contre eux. C'est les seuls qui ont véritablement dégagé une impression de sérénité en plus en essai privé. Ils ont quand même sorti de DAS parce que ça fait 4 mois, on l'a oublié, mais on rappelle quand même que les pilotes Mercedes ils tirent sur leur volant en ligne droite et ça les fallait plus vite. C'est assez incroyable ce qu'ils nous ont pondu. On ne sait pas s'ils l'auront d'ailleurs, peut-être qu'ils ont abandonné le DAS parce qu'effectivement c'est quand même un processus assez coûteux à développer et il va être interdit en 2021.
Voilà. Oui, c'est ça. Pour l'amener pour 5 mois de course, est-ce que c'est vraiment utile? Ça, c'est Mercedes qui nous le saura. Et on scrutera avec vous la première caméra embarquée vendredi prochain, bien sûr, pour vous donner toutes les infos. Mais ce sera, à mon avis, très, très surprenant. Donc, je pense quand même que Mercedes va bien s'en sortir là-bas. Red Bull sera dans la bataille. Moi, je pense que sur le podium, on aura Hamilton et Verstappen, en tout cas pour le Grand Prix d'Autriche. Le troisième larron, on peut penser Bottas. Après, moi, je me dis, pourquoi pas un Albon, justement, qui pourrait arriver et signer son premier podium, justement, sur le Red Bull Ring. Ce serait pas mal. Très très sympa, en effet. Est-ce que, Michael, on peut parler de ce premier Grand Prix de F1 de la saison, en juillet, on le rappelle, sans parler de Ferrari? C'est difficile, évidemment, mais ils étaient vraiment à la ramasse à Barcelone. Ils ont dit, on a trouvé quel était le problème. Maintenant, ils ont juste trouvé le problème. Est-ce qu'ils l'ont déjà réglé? Ils ne le disent pas pour garder leur carte près d'eux, c'est possible. Est-ce que c'est un problème qui prend longtemps à être résolu? Ça, c'est encore une autre possibilité aussi. On se rappelle de Renault certaines années qui disaient non, c'est bon, on sait quel est le problème sur la voiture. On pourra pas le régler avant l'an prochain, mais bon, ça, il reste 12 grands prix, mais rassurez-vous, on sera bien. Mais voilà, Ferrari, c'est très compliqué. Ils vont en plus avoir une saison particulière. Ils ont Charles Leclerc qui est leur pilote numéro 1 maintenant, qu'on le veuille ou non. Mais ils ont un Vettel sur le départ qui ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il va faire. Moi, je trouve ça assez incroyable. On est en juillet, quasiment. Et Sébastien Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, ne sait pas ce qu'il fait l'an prochain. Alors justement, question très intéressante qu'on s'est posée très récemment sur notre chaîne Roue Libre. Est-ce que, j'aimerais vraiment beaucoup avoir ton avis, Michael, dans cette émission, que va faire Vettel finalement, ne fût-ce qu'en 2020? Est-ce qu'on va avoir un Vettel qui va vouloir prouver, et peut-être aussi, au-delà de prouver à Ferrari qu'il reste très bon, peut-être en essayant de battre Leclerc, au-delà de ça, peut-être vouloir se vendre, entre guillemets, pour essayer de retrouver un super volant, et essayer, qui sait, pourquoi pas, d'avoir une place chez Mercedes, ou est-ce qu'on va avoir un Vettel complètement éteint qui lâche l'affaire? Moi, je pense qu'on peut avoir le troisième Vettel. Une troisième possibilité Vettel, qui serait simplement Vettel, le Vettel qui sait que c'est sa dernière saison, qui a déjà pris la décision, qui a dit l'an prochain, moi je vais me retirer et faire du badminton avec Kimi, et où il va être justement détendu, et c'est peut-être cette détente qui lui permettrait de sortir de très très bons résultats, parce que Sébastien Vettel, c'est un pilote qui travaille énormément avec le cerveau, et quand il est très très bien dans sa tête, il est imbattable. De 2010 à 2013, il était bien dans sa tête et il l'a montré. 2014, année où il est bousculé par Ricciardo, ça n'allait plus du tout et il est parti à l'envers. Et chez Ferrari, voilà, quand la voiture n'était pas bonne, il sortait quand même de bonnes performances, et quand la voiture était bonne, il arrivait à mener le championnat, et c'est plus mentalement malheureusement qu'au niveau sportif qu'il a craqué, notamment en 2018. Donc je me dis que voilà, c'est en fait ça qui peut arriver. Ou alors, s'il y a le cas contraire qui est qu'il veut continuer à F1, moi j'ai peur d'un Vettel sous pression, d'un Vettel qui ne sait pas ce qu'il veut faire parce que sa seule chance c'est Mercedes. Je vois pas Vettel aller chez Renault. Je vois pas. Pourquoi pas, hein, mais bon. C'est possible, hein, bien sûr. Après, effectivement, s'ils ont le choix entre Alonso et Vettel, je pense que Vettel ne serait, attention, c'est rare hein, venant de ma bouche, mais je pense que Vettel ne serait pas forcément le moins bon choix dans ces deux-là, mais ça me paraît quand même assez peu probable, surtout que maintenant Renault, ils ont enlevé une bonne partie du budget là, avec le pilote qui est parti, donc ça va déjà leur faire un peu de bien. On le voit pas forcément retourner chez Red Bull, et puis les autres places sont prises, tout simplement. À un moment donné, il n'y a plus de place dans beaucoup d'équipes. Il y a Williams qui n'a pas annoncé son peloton, son plateau, mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, s'il est là dans une situation de doute, là, je pense qu'on part une année terrible et quasiment l'année de trop. Et là où ce sera bien pour lui, si c'est l'année de trop et qu'il doit mettre un terme à sa carrière à ce moment-là, après des mauvaises performances, l'avantage c'est que ça aura commencé en juillet, ce sera fini en décembre, il n'aura pas eu à traîner tout ça pendant vraiment toute une année. Mais voilà, pour moi ça se jouera entre ça. C'est un pari super intéressant. Ton pari, ce serait plutôt celui d'un Vettel très bon, mais pas parce qu'il essaye justement d'avoir encore un très bon volant, mais plutôt parce qu'il a déjà pris sa décision. Pour moi, ça me semble possible. Il est un peu comme Sébastien Ogier, je trouve. Je trouve qu'on est un peu dans le même genre de pilote, c'est-à-dire qu'ils sont... C'est pas un compliment, ça. Non, mais pas au niveau de la personne. Mais okay. Au niveau pilote et environnement, c'est-à-dire que lui, il est très famille, il est très discret, et il a
on le sait, bah voilà, Sébastien Vettel, il a plus ou moins dit, enfin voilà, il a fait tout ce qu'il allait faire en F1. Il continue parce qu'il est bien piloté, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est absolument important pour lui. Je mets ça en perspective par rapport à Sébastien Ogier qui a dit que 2020 serait sa dernière saison alors qu'il n'est pas en rallye depuis si longtemps. D'ailleurs, ce sera visiblement 2021 vu que cette saison est assez complexe. Mais donc voilà, moi je pense que effectivement Vettel, il a plus rien à prouver à personne, et je trouve qu'il risque quand même de ternir de plus en plus sa réputation, parce que on l'a souvent dit quand il a gagné son 4e titre. Voilà, il y avait le camp de ceux qui disaient c'est formidable, bravo à lui, c'est l'un des meilleurs du monde, et le camp de ceux qui disaient c'est la voiture. Et le problème, justement, c'est que depuis, non, vas-y. c'est que depuis, ce qui s'est passé ne parle pas en sa faveur. Plus les années passent sans titre, plus on se rapproche du c'était la voiture. Donc c'est là que ça devient compliqué. Et donc voilà, est-ce qu'il a vraiment encore envie de se réinvestir? Après, effectivement, si Mercedes lui fait une proposition, qu'il y aille. Je veux dire, voilà, il va se mesurer à Hamilton. Et je veux dire, s'il gagne, il sera vu alors comme un extraordinaire pilote. Et s'il perd, on dira oui, mais enfin, il a perdu contre un gars qui maintenant est à 8 titres, peut-être, au moment où il va perdre. Donc, ce sera pas déshonorant pour lui. Il n'a pas grand-chose à perdre à aller chez Mercedes. Ouais, non, ça je pense pas. Je pense qu'effectivement il a pas grand chose à y perdre. Maintenant, c'est vrai, tu soulignes. Je crois que quand il a quitté Red Bull finalement, il y avait ces détracteurs qui clairement étaient dans le camp de bon, c'était la voiture. Je pense très sincèrement qu'à ce moment-là, il avait évidemment tout intérêt à aller chez Ferrari, à montrer que lui, là où en plus Alonso avait échoué, lui pouvait réussir chez Ferrari. Ça n'a pas fonctionné, et pire que ça, on peut quand même clairement dire que sa cote, elle est loin d'être la meilleure à l'heure actuelle, parce qu'il sort de 2 saisons, il faut quand même le dire, compliqué, hein. Très compliqué, même sans parler de Leclerc, juste en parlant de lui et de ses performances. C'est ce que je trouve dingue, parce que 2018, on s'en souvient pas finalement, parce qu'il a fait une fin de saison dramatique. Mais il est leader du championnat après le Grand Prix de Belgique quand même. Il arrive au mois de septembre, leader du championnat à Monza. Oui. Et puis il part en tête à queue à la chicane, et puis il part en tête à queue 9 fois en fin de saison. Et voilà, et on a l'impression qu'il a eu une saison dramatique, alors qu'en fait il a été très bon. Mis à part l'erreur. Dramatique, non. Mais maintenant, si tu fais la compilation du nombre d'erreurs en 2 saisons. Et c'est là où pour moi le problème est clairement dans la tête. C'est le vrai souci, parce que on peut pas dire que la Ferrari était mauvaise. Je veux dire, Kimi Räikkönen, qui lui, depuis qu'il est revenu en F1, sa tête n'est pas forcément tout à fait revenue, hein. Il est là plus en vacances depuis quelques années maintenant, mais ça se passe bien, hein. Je dis pas, voilà, il sort les performances quand même, mais il gagne un Grand Prix, il devait gagner à Monza, enfin voilà, il avait montré aussi que le rythme était là, mais Vettel, c'est très clairement des erreurs dans la tête, et c'est là où je pense que c'est très compliqué. Une fois que tu as ça, c'est difficile, parce que l'Allemagne, c'est une erreur que on peut dire, oui, la piste était piégeuse, voilà. Il y en a un qui a fait une erreur ce jour-là, c'est lui, donc c'est un petit peu le souci. En 2019, on peut dire que c'était piégeux. En 2018, il n'y en a quand même qu'un qui sort, donc c'est compliqué de dire que c'est pas de sa faute mentalement. Alors qu'on me voit en double, c'est merveilleux, on a perdu Olivier, mais il va revenir dans quelques petits instants. C'est assez fabuleux. C'est les soucis habituels de Discord, ça on a l'habitude, faut pas s'inquiéter. C'est incroyable, ça fait, hein, cette image. Ah, voilà Olivier, voilà, de retour, tout va bien. Je suis là. Donc, écoute, tout va très bien, mais bon... On a l'habitude. Hein. Oui, non mais voilà, c'est Discord. Pas de soucis, c'est Discord, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'ailleurs au fait Théo ZQ qui nous avait fait un follow tout à l'heure et qui nous a permis d'écouter la douce voix de Jackie X, qu'on retrouve toujours avec grande passion sur cette chaîne Twitch. Verstappen va gagner pour PF Alonso, oui, c'est pas tout à fait étonnant, hein, comme prono effectivement. On verra. L'avantage, c'est que maintenant on peut enfin le dire, on verra ça dans une semaine. Et oui. Donc normalement... Ça fait quand même un... Vas-y. À peu près, ça fait des mois qu'on attend de pouvoir le dire, donc oui, ça c'est plutôt sympa et plutôt réjouissant, d'autant plus que, juste un tout petit mot là-dessus, rapidement Michael, on a quand même un calendrier Sport Auto qui envoie du très très lourd dans les mois à venir. Là, je vous conseille peut-être un peu trop d'ailleurs, mais voilà. Je vous conseille de vous mettre devant la télé et de plus en bouger, parce que c'est toutes les semaines, tout le temps, il n'y aura que ça. Il y aura du Sport Auto partout à la télé tout le temps, et c'est assez réjouissant. La semaine prochaine, effectivement, le début de la saison de Formule 1. Alors le vendredi prochain, on va faire un Racing Café qui parlera
majoritairement des essais libres. Voilà, donc déjà ce sera une bonne chose et on parlera d'autres sujets aussi bien sûr, mais on parlera surtout des essais libres de ce Grand Prix, des premiers enseignements qu'on tirera. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous, parce que ça c'est quand même assez chouette, dimanche prochain, je peux pas vous donner une heure. Tout à fait, parce que ce sera après le podium. Donc je sais pas encore quand est-ce que ça va se terminer cette histoire, mais on va dire... Podium qui n'aura pas lieu. Hein, oui, après la cérémonie de remise des prix qui aura lieu sur la grille de départ. On fera ça, voilà, donc ce sera vers 16h30, 16h40 dans ces eaux-là, qu'on se retrouvera pour débriefer en live justement, et vraiment à chaud ce Grand Prix. On sait bien que c'est pas toujours à chaud qu'on dit les meilleures choses, mais au moins c'est une bonne chose. Et à un moment donné, moi j'essaie de me placer aussi, parce que c'est un océan. La F1 sur YouTube et sur Twitch maintenant. Il y a roue libre le lundi soir, il y a des débriefs le dimanche soir. Bien moi je fais ça le dimanche après-midi. Voilà, je prends ma place et je veux que personne ne me la pique. C'est beau. Et j'espère que vous serez nombreux et qu'on parlera évidemment de ce Grand Prix la semaine prochaine. Donc voilà, premier Grand Prix de Formule 1, ce sera le dimanche 5 juillet, 15h10, l'extinction des feux pour ce premier Grand Prix. Et avec Olivier, je pense qu'on a tous les deux cette même envie incroyable d'entendre de nouveau Gaëtan Vigneron, qui sera évidemment le commentateur de la F1 à la Belgique pour la 54e année consécutive à peu près. On ne sait plus. Mais ça va être assez sympa, je pense. On va vraiment bien s'amuser. On avait hâte. Et en plus, ce qui est formidable, samedi prochain, il y a de l'IndyCar Indianapolis. Donc vraiment, on est sur un très très bon week-end de sport auto qui va débuter. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le Grand Prix d'Autriche, mon cher Olivier, ou est-ce qu'on peut passer à la suite ? Non, comme toi, j'ai vraiment hâte. Et voilà, on aura plein de rendez-vous autour de ça. Et évidemment, autour de la saison F1 en général. Donc, on n'a plus qu'une hâte maintenant, c'est que ça commence. Enfin.